Jean Prieur, êtes-vous médium ? Je ne suis pas médium professionnel. J'ai une petite médiumnité qui fonctionne de temps à autre et je dois dire qui me permet de comprendre ce que je dis à propos des autres médiums, des vrais. Je suis avant tout un écrivain. Voilà, donc j'aime cette modestie parce qu'effectivement, si tu m'aviez répondu tout de go, je le suis énormément, je suis un des plus grands, un des meilleurs, j'aurais été méfiant parce que j'ai un caractère sceptique et c'est pour ça d'ailleurs que je m'intéresse beaucoup à certains domaines ésotériques, mystérieux, médium, voyance, astrologie. C'est parce que mon caractère sceptique ne m'y pousse pas directement, mais je m'aperçois qu'il y a sûrement des vérités dans ces domaines, mais comment les saisir, sûrement avec beaucoup de prudence. Et c'est ce que vous faites dans ce livre. Oui, je pense qu'il faut être parce qu'il est sceptique. oui, oui, parce qu'il est modeste et historique. C'est un ouvrage, Jean Prieur, que vous avez publié récemment aux éditions Perrin, qui s'appelle « L'Europe des médiums et des initiés ». Et le grand mérite de ce livre est d'être un livre historique, c'est-à-dire que dans une fourchette à peu près d'un siècle, de 1850 à 1950, à peu près donc la moitié du 19e jusqu'à la moitié du 20e siècle, vous analysez les grandes étapes de ce mouvement spirituel autour des médiums et de certains initiés, et vous parlez de certaines des grandes figures de cette époque. Mais il est important auparavant de savoir exactement ce qu'est un médium. Donc nous savons que vous l'êtes un petit peu, de temps à autre, pas de manière continue, mais comment définir la médiumnité ? Eh bien, qu'est-ce que c'est qu'un médium ? Le mot le dit lui-même. Médium, ça veut dire le moyen, le milieu. C'est donc un être qui est intermédiaire, on retrouve d'ailleurs le radical, intermédiaire entre l'autre monde et celui-ci. C'est avant tout un intermédiaire. Et il faut que cet intermédiaire sache faire le vide en lui de façon que les entités de l'au-delà puissent exprimer ce qu'elles ont à dire. Voilà. Vous n'avez pas de doute sur l'existence de ces entités ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Elles existent, disons, existent, objectivement. Ce ne sont pas des projections de votre psychisme. Vous vous êtes posé la question, quand même. Oui, enfin, pour moi, ça c'est sûr que ces entités existent objectivement dans ce qu'on appelle le corps spirituel. C'est ce qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas ? C'est le corps spirituel qui explique tous ces phénomènes qui nous apparaissent mystérieux, évidemment parce qu'ils ne sont pas courants. Mais donc, il y a une substantialité du spirituel. Ça, mais vous n'en parlez pas comme d'un symbole ou comme d'une projection de l'intériorité, parce qu'effectivement, toute une tendance pourrait amener à croire qu'en fin de compte, ces esprits, effectivement, on peut en voir, en sentir des manifestations, ne sont que des projections de notre psychisme. Non. Ils existent objectivement dans le monde spirituel, ce qui est une sorte de monde parallèle au nôtre, qui s'emboîte plus ou moins dans le nôtre. Vous-même, vous en avez eu des preuves ? Ah oui, ça j'en ai eu des preuves, absolument. Oui, incontestable et sans du tout que votre imagination entre en ligne de compte. Non, parce que j'ai pu apprendre, par exemple, des choses que j'ignorais absolument, donc qui ne pouvaient pas être des projections de mon mental. Donc je vous situe, Jean Prieur, vous êtes l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Vous avez été connu et reconnu pour 2 livres qui se sont beaucoup vendus. L'un s'appelle « Les témoins de l'invisible ». On voit tout de suite quels sont les sujets qui vous intéressent, qui a été publié en 1972. Et un autre, « L'âme des animaux », qui est publié aux éditions Lafon, qui je crois aussi a été un grand succès. Et ce livre-ci s'appelle « L'Europe des médiums et des initiés ». Quelle différence entre un médium et un initié ? Un initié, en général, c'est un écrivain, un philosophe. Enfin, c'est quelqu'un qui réfléchit sur ce problème-là, tandis que le médium, il n'a pas besoin de réfléchir, il doit transmettre. Oui. Et le médium peut être quelqu'un, en fin de compte, sans culture. Absolument. Et ce sont même les meilleurs. Et tout à l'heure, je vous disais que j'avais connu cette Italienne qui est aujourd'hui décédée. Et quand elle dictait un message, c'était dans un français absolument impeccable, alors que dans la vie courante, elle parlait un petit peu comme la femme de ménage italienne, n'est-ce pas ? Et quelqu'un qui aurait donc une grande culture dans ces domaines-là, même une grande culture, disons, philosophique ou littéraire,
chez cette personne, la circulation serait donc moins aisée que chez quelqu'un de très simple. Sûrement, sûrement. Puis alors, on pourrait toujours craindre que les connaissances de cette personne très cultivée viennent interférer. À ce moment-là, on pourrait dire que ce sont des souvenirs qui rejaillissent. Non, il est bon que le médium soit une personne simple et disons, de bonne volonté, très, très honnête, bien sûr. Vous avez choisi, Jean Prieur, la date de 1850 parce qu'elle correspond à un moment où la médiumnité joue un grand rôle en Europe en contre-coup une sorte de matérialisme qui commençait à s'imposer dans les sciences. Oui, 1850, c'est la mort de Balzac, n'est-ce pas? Et Balzac, tout de même, il a écrit Louis Lambert. Il était très, très intéressé par ces questions. Il était aussi lecteur de Swedenborg. Alors, pour moi, c'était clair, ça. La recherche de l'absolu, qui est un très, très grand livre aussi, c'est ça, voilà. sur l'alchimie. Et puis, les années 1850, alors là, c'est le triomphe du matérialisme, du positivisme, de toute cette conception du monde qui veut s'en tenir à ce que l'on touche, à ce que l'on voit. Or, il est sûr que la science de maintenant a complètement rejeté ce vieux matérialisme. Mais l'offensive s'était faite alors par ces gens dont je parle, et tout ça se situe après 1850. Tous les scientifiques ne croient pas à l'existence des esprits, quand même. Ne renversons pas quand même les données. Non, mais ils admettent... Ce serait trop beau pour vous. Ce serait trop beau. Mais ils admettent des quantités de choses qui, en poussant un petit peu plus loin, arriveraient justement à l'existence d'un monde spirituel substantiel. Oui, disons donc que cette bataille est en partie terminée aujourd'hui. Oui, c'est maintenant le matérialisme qui livre des combats d'arrière-garde. Oui. Une des figures qui apparaît à travers votre livre, et j'avais été frappé de voir, parce que je connaissais assez peu lorsque je me suis rendu au Brésil il y a quelques années, l'importance qu'avait Allan Kardec au Brésil. Oui. C'est presque fondateur d'une religion au Brésil. On parle de lui dans chaque petite ville, même au fin fond du plateau brésilien. On trouve des petits cercles qui étudient la pensée d'Allan Kardec. Il faut rappeler qu'il était... Il y a des hôpitaux Allan Kardec. Des hôpitaux, oui. Rappelez qu'il était français, donc il s'agit d'un pseudonyme. Il est né en 1804, il est mort en 1869, et il a publié un ouvrage qui pour vous donc reste un ouvrage fondamental, une sorte de bible des esprits et de la médiumnité, qui s'appelle le Livre des esprits, que l'on peut trouver encore aujourd'hui aux éditions Stock. Oui, alors c'est très curieux ce Livre des esprits, puisqu'il a fait pour les esprits le même travail que Linné pour les végétaux. Il a classé ça avec un ordre parfait, et ce qu'il dit est toujours valable. Alors, il a fait aussi le livre des médiums où il a classé les différentes catégories de médiums. Alors, c'était un esprit très, très positif, très, très méthodique. Et comment a-t-il eu accès à toutes ces connaissances ? Mais tout ça est assez curieux. C'est-à-dire qu'au début des années 50, il y avait un groupe d'amis, dont Victorien Sardou, le célèbre auteur dramatique, et qui recevait des messages. Et ils en ont eu comme ça une 50aine de cahiers. Et au bout d'un certain temps, ils se sont dit, il faudrait mettre tout cela en ordre. Alors Victorien Sardou, il était tout jeune à l'époque, a dit « Oh, mais moi, je donne des leçons particulières. Je me sers de manuels qui ont été écrits par un certain monsieur Rivail. Il pourrait faire ça très bien. » Rivail, donc, il ne s'appelait pas encore Kardec. Alors, ils vont trouver Kardec, enfin plutôt M. Rivail qui avait écrit des quantités d'ouvrages scolaires, et lui propose de mettre de l'ordre là-dedans. Et Allan Kardec, il était encore M. Rivail, refuse, ça le barbait, pour dire les choses comme elles sont. Et puis alors, il a reçu un message où on lui disait qu'il devait absolument faire ce travail. Alors, il a fait ce travail. On lui disait... Et... Un esprit. Ah ben un esprit, oui. Oui, c'est vrai pour moi. Pour vous, c'est évident. Oui, c'est ce n'est pas forcément immédiatement pour tout le monde, quand même. N'exagérons pas l'emprise des esprits. Donc, voilà. Alors, un esprit lui a dit d'accomplir ce travail. Oui. D'accomplir. Le message était clair et net. C'était clair et net, oui. Et puis que ça aurait des prolongements. Ouais. Alors, il a donc accepté. Et puis, ça a été, en somme, le départ du Livre des esprits. Alors, il a proposé ça ensuite à différents éditeurs qui lui ont fait la réponse bien connue. Cela n'entre pas dans le cadre de nos collections, etc. Il s'est fait donc refuser partout. Alors, finalement, il l'a édité à ses frais.
Et ça a été aussitôt un succès fantastique. Et ce livre a été sans arrêt réédité. Et le contenu de ce livre lui a été dicté par les esprits. Ah non, non, je dirais pas ça. Non, il y a des messages d'esprit, mais en fait, c'est lui qui a mis en ordre tous ces messages et qui a commencé à classer les esprits. Alors, Et pour les classer, il faut les connaître. Ah oui, bien sûr. Il les connaissait à travers les livres, mais... il avait aussi reçu des messages, mais enfin, je veux dire, le livre des esprits, ça n'est pas un recueil de messages, voilà ce que je veux dire. Ce n'est pas un recueil de messages, mais pour pouvoir les classer, il faut donc Il en avait déjà pas mal. Il en avait déjà pas mal. Et comment expliquer donc l'engouement considérable de certaines cultures, notamment au Brésil, mais probablement ailleurs, à l'égard d'un homme comme Allan Kardec? Et comment expliquer alors, à contrario, le fait qu'il soit quand même relativement peu connu en France? Si, il est quand même... Enfin, il est connu dans vos milieux, certainement, mais enfin, il n'est pas connu comme au Brésil. Je veux dire, au Brésil, Allan Kardec est un des étrangers les plus réputés. Par exemple, Kardec ne figure pas dans le Petit Larousse. Oui, donc c'est déjà un signe. Oui, c'est déjà un signe, oui. Alors que comment expliquez-vous donc cette... Oui, tant de chanteurs... Ah, bien, il y a... le vieux fond dit cartésien, parce que Descartes n'était pas un personnage cartésien. Non, en fin de compte, quand on sait le lire. Quand on sait le lire, il n'était pas du tout cartésien. Mais enfin, la France vit sur cette illusion, elle croit qu'elle est cartésienne. Bon, moi je veux bien. Et alors moi je crois que c'est ça, qu'il y a eu longtemps cette méfiance pour tout ce domaine-là. Méfiance qui n'existe pas du tout dans les pays anglo-saxons. Oui, il faut donc rappeler, c'est ce dont on se rend compte en lisant votre ouvrage, l'Europe des médiums et des initiés, que sont les pays anglo-saxons, États-Unis et Grande-Bretagne, qui ont joué un rôle moteur pendant toute cette période. La France jouant d'ailleurs un rôle très important. Ah, la France joue aussi un rôle important. Les trois piliers étant États-Unis, Grande-Bretagne et France. Absolument, oui. Mais enfin, je voulais bien dire que dans les pays anglo-saxons, on peut parler de ces choses-là tout à fait naturellement. Par exemple, pendant la bataille d'Angleterre, le chef de la Royal Air Force, c'était pas n'importe qui, c'était Lord Dowding. Eh bien, Lord Dowding recevait des messages de ses aviateurs tombés et tous lui disaient « Il faut tenir bon, l'Allemagne n'envahira jamais l'Angleterre, tenez bon, tenez bon ». Et après tout, si l'Angleterre a tenu bon, cela a permis ensuite aux États-Unis de débarquer d'abord en Angleterre, puis ensuite de nous libérer. Donc, on peut dire que les messages, à ce moment-là, en septembre 40, ont une très, très grande importance pour l'histoire du monde. Il faudrait réécrire l'histoire. Avec l'intervention des esprits. Oui, enfin, là, pour l'Angleterre, ça, c'est tout à fait net. Oui, mais toute plaisanterie mise à part, vous êtes persuadé que les esprits interviennent dans le cours de l'histoire? Dans ce cas-là, oui, certainement. Dans ce cas-là, mais d'une manière générale. Oui. Poussons plus loin la question. Oui, mais enfin, d'une façon aussi nette, je pense que c'est l'exemple plus j'aime bien votre prudence. J'aime bien votre prudence. L'exemple plus frappant qu'on puisse donner. Cette seconde de silence, comme ça, m'a plu. Une période importante, c'est le moment où, à travers quelqu'un, une très forte personnalité comme Hélène Blavatsky, et un peu plus tard, quelqu'un qui peut être considéré comme une de ses disciples, Annie Besant, où la pensée de l'Inde entre... elle était déjà entrée à travers Schopenhauer, bien sûr, à travers certains philosophes, fort heureusement. Mais oui, mais enfin, personne n'avait lu Schopenhauer à part les philosophes. Les philosophes, c'est déjà pas mal. Et puis les indianistes qui étudiaient les textes sacrés de l'Inde, mais à travers donc Hélène Blavatsky, le message spirituel de l'Inde pénètre en Occident. Oui, bien sûr. Et parce que Blavatsky a fait énormément de conférences dans toute l'Europe. C'était d'ailleurs une bonne femme absolument extraordinaire. Je raconte sa vie, n'est-ce pas? C'est fou, les voyages qu'elle a faits à travers le monde entier. Et justement, il n'y avait qu'elle pour répandre ces idées-là à foison. Et puis alors aussi, il faut tenir compte de son compagnon, le colonel Olcott, qui a beaucoup fait pour répandre toutes ces idées de l'hindouisme. Comment voyez-vous son caractère? Eh bien, je le résumerai en un mot. C'était une Russe, c'est-à-dire qu'elle avait ce caractère fantasque, imprévisible, généreux, chaotique, de ces Russes qu'on a beaucoup connus après la Révolution, n'est-ce pas?
Maintenant, évidemment, ils sont intégrés, mais enfin, je pense à toutes ces personnalités fantasques que j'ai connues dans mon enfance, et c'était toujours des Russes émigrés. Et sa connaissance de l'Inde était vraiment sérieuse. Oui, 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 oui. Annie Besant, vous la voyez comment? Annie Besant, c'était aussi une personne hors du commun, puisque c'est une ancienne femme de pasteur qui ensuite adhère à des sociétés de libres penseurs, qui se lance dans le socialisme, dans le féminisme. C'était une suffragette, une militante sociale. Et puis un beau jour... Donc, c'était une rouge pour l'époque. Et puis alors, un beau jour, elle tombe sur un livre de Blavatsky et c'est l'illumination. Elle va se jeter aux genoux de Blavatsky en lui disant, ça y est, je suis votre disciple et je suis tout à fait destiné à vous servir. Oui, ce sont des femmes extrêmement, extrêmement curieuses. Et puis alors, toutes les deux très en avance sur leur temps. Maintenant, il y a des quantités de choses qui nous semblent évidentes, mais qui ne l'étaient pas du tout au XIXe siècle. Et à la suite de leur action, donc, se fonde la Société de théosophie. Oui, en 1975, oui, c'est le colonel Olcott et Blavatsky qui ont fondé la Société théosophique à New York en 1875. Qui a encore une grande importance aujourd'hui? Moins qu'autrefois, tout de même, oui. Enfin, moi, j'ai été frappé à Madras. J'ai même vécu quelques jours dans la Société de théosophie de Madras, qui est un lieu tout à fait magnifique, dans le sud de la ville, très intéressant comme étant significatif d'une certaine attitude d'une époque vis-à-vis du sacré, puisqu'on voit à l'entrée à la fois la statue de Confucius, celle de Lao Tse, celle de Jésus, celle de Mahomet et celle de Moïse. Ils sont très syncrétistes. Côte à côte, syncrétistes. Alors, moi, j'étais déjà un petit peu réticent, et en discutant avec les uns et les autres, je me suis rendu compte que on mêlait assez facilement toutes les traditions dans une sorte de melting pot un petit peu douteux. Enfin, c'est ce qui a été ma réaction un peu fugitive, enfin, qui a duré quand même quelques jours à Madras. Surtout maintenant, les théosophes, évidemment, admettent les différentes religions, puis en font un syncrétisme, absolument. Oui. Mais au départ, c'était lié au spiritisme. Non, c'est-à-dire, voilà, Elena Blavatsky était un médium assez extraordinaire. Donc, au départ... On en est sûr. Ah oui, de ses pouvoirs. Oui, elle avait le grand pouvoir. C'est une bonne femme assez extraordinaire. Oui, le don de double vue, par exemple. Et puis, alors aussi des manifestations physiques, de médiumnité physique assez extraordinaires. Mais elle s'en est détachée peu à peu des manifestations spirites. Ce qui l'intéressait, donc, c'était la doctrine, c'est-à-dire l'hindouisme, le bouddhisme, et qu'elle a contribué à répandre en Europe. Parce que vraiment, avant elle, ces idées-là n'étaient pas connues. Elles n'étaient pas connues du grand public. Vous avez un faible également pour Édouard Schuré, qui est né en 1841, mort en 1929, donc il est un petit peu plus tardif, parce que son lien justement à la fois avec Wagner, avec Louis II de Bavière, vous a particulièrement intéressé. Oui, Schuré est une figure aussi très, très intéressante, parce qu'il fait, en somme, il était alsacien, et il fait le pont entre la culture française et la culture germanique. Et il était un grand ami de Wagner. Et après la défaite de 70, Wagner lui a dit, maintenant, j'espère que vous allez rentrer dans le giron de l'Allemagne. Et là, il a refusé. Mais enfin, il avait toujours conservé de bonnes relations avec Wagner et aussi avec Louis II de Bavière, qui, faveur insigne, n'est-ce pas, l'avait invité aux représentations quasi confidentielles qu'il donnait. Vous savez que Louis II se faisait donner l'opéra pour 2 ou 3 personnes, et quelquefois même pour lui tout seul. Alors, Schuré a eu l'honneur d'assister avec Wagner à l'une de ces représentations tout à fait confidentielles. Dans votre livre, Jean Prieur, quand vous portez des jugements sur les uns et les autres, et je précise à nouveau que vous le faites toujours avec beaucoup de modestie, ce qui fait tout l'intérêt de ce livre, avec beaucoup de modestie et de prudence en même temps, mais vous dites souvent que celui-ci est un très bon médium, celui-ci, parfois vous le précisez un peu moins. Sur quels critères objectifs peut-on dire que quelqu'un est un très grand médium, très bon médium, et que quelqu'un l'est un peu moins, par exemple ? Eh bien, sur la qualité du message, et s'il s'agit d'une prédiction, de voir si ça s'est réalisé ou pas. Ça, c'est tout de même le... Et là, des études très précises sont faites. Vous savez qu'à telle date, quelqu'un fait telle prédiction, qu'ensuite elle s'est réalisée, qu'ensuite elle ne s'est pas réalisée. Je veux dire, c'est une étude très sérieuse qui est poussée par certains.
C'est-à-dire qu'il faudrait la faire, oui. Oui, donc ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment faite. Non, elle n'est pas vraiment faite. Elle n'est pas vraiment faite. Vous savez, il suffirait de prendre à la fin de l'année les prédictions qui ont été faites au début et voir ce qui s'est réalisé. Et au contraire, des événements très importants que personne n'avait prévus. Et là, je pense à l'assassinat de Madame Gandhi ou à l'assassinat de Sadat. Ça, personne ne l'avait vu. Oui, enfin, on ne sait pas si un médium ou une voyante ne l'a pas dit quelque part dans le monde. Je veux dire. Peut-être, mais Oui. en tout cas, en France, ça sûrement pas. Oui. Comment reconnaissez-vous, comment peut-on reconnaître un charlatan? Parce qu'il y en a dans ce domaine, je suppose. Ah oui, ça, il y en a beaucoup. Pléthore. Oui, bien sûr, oui, parce que ça, c'est un domaine qui s'y prête, bien sûr. Alors, comment les reconnaître? Oh, mais je vous dis, d'après la qualité de ce qu'ils disent. Oui, donc ça ne se reconnaît pas tout de suite. Ça ne se reconnaît pas tout de suite, ça c'est vrai. Oui, et puis alors, il peut y avoir des messages ambigus. Il peut y avoir des messages doubles. Il peut y avoir quelqu'un de très astucieux qui vous donne une sorte de message double. Et ensuite, on s'aperçoit que la réalité ressemble en partie à ce message. Il dit que ça voulait dire ceci, ça veut dire cela. Oui, alors si c'est ambigu, pour moi, ça ne compte pas. Il ne faut pas que ce soit ambigu. Le message doit être vraiment clair et net. Ah oui, il doit être clair, c'est ça. Oui. Les esprits parlent clairement. Simple et clair, oui. Ils parlent Mais clairement. maintenant, il faut se rendre compte que les esprits eux-mêmes sont souvent assez ignorants. C'est ça, Kardec l'explique très très bien, n'est-ce pas? Il y a les esprits ignorants, les esprits farceurs, les esprits prétentieux, etc. Il faut comprendre que les humains passent de l'autre côté avec armes et bagages. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de mourir qui va vous donner la science infuse ou l'honnêteté ou la bonté. Oui, alors donc de tous les messages que reçoit un médium, il y en a donc une quantité qui sont farfelus probablement. Exactement. Alors comment le médium peut-il les reconnaître? C'est-à-dire que si on a au bout du fil, si je puis parler ainsi... Au bout du fil sans fil. Si on a au bout du fil un esprit menteur ou un esprit méchant qui tient à vous inquiéter, parce qu'il y en a qui aiment bien ça, vous inquiéter, mais on le sent déjà physiquement ici au plexus, voilà. On ressent un malaise. Et si on ressent ce malaise, on est sûr qu'on a affaire un menteur ou un malfaisant. Là, vous parlez d'expérience. Oh, là, je parle d'expérience, oui. absolument. Et votre expérience recoupe celle d'autres oui, médiums. Absolument. Oui, donc ça, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est reconnu par, par tous les médiums. Oui. Vous avez un faible pour ce monsieur Philippe, puisque vous dites de lui qu'il est le plus authentique et le plus fascinant. Oui, le plus authentique, le plus fascinant de ce que j'ai présenté. Oui, il a été un grand guérisseur. Il a donné un enseignement, mais uniquement oral, et les notes étaient prises au fur et à mesure par ses disciples, n'est-ce pas? Lui-même n'a rien écrit. Ses guérisons, il était de Lyon, il a toujours œuvré à Lyon, et ses guérisons ont été assez extraordinaires. Et c'est ainsi qu'il attira l'attention de la cour de Russie. D'abord, des grands-ducs et des grandes-duchesses sont venus se faire soigner chez lui. Ils en ont parlé au tsar. Et le tsar l'a fait venir quand il est venu en France. Je pense que c'était en 96, oui. Et il a eu un entretien avec Philippe dans le parc du château de Compiègne. Et il l'a invité en Russie. Et Philippe y est resté... quelques années, enfin tout au début du siècle, donc bien avant Raspoutine. Oui. Raspoutine arrive à la cour de Russie en 1905. Et 1905, c'est déjà l'année de la mort de Philippe. Et vous comparez d'ailleurs son influence à celle de Raspoutine. Ah oui, elle a été vraiment considérable. C'était une influence considérable, mais à tel point que la police tsariste, l'Église orthodoxe en était jalouse, et même la diplomatie française, ce qui est assez curieux. Mais quel est l'état des médiums aujourd'hui? Ce sont des hommes et des femmes qui sont beaucoup plus reçus et reconnus dans la société? Ah oui, bien sûr. Maintenant, ils ont pignon sur rue, ça c'est sûr. Oui. L'Église est réticente? Ah ben l'Église, oui, est réticente. Mais si l'on regarde la vie des saints, on s'aperçoit qu'ils ont totalisé l'ensemble des phénomènes médiumniques. Mais il y a un dialogue qui peut s'établir avec l'Église? Avec certains prêtres, oui. Donc officieusement. Oui, officieusement, oui. Ce n'est pas un dialogue officiel,
sûrement pas. L'Église continue d'être réticente à l'égard des phénomènes que vous décrivez. Exactement. Oui. Mais il n'en reste pas moins que moi, je reçois des lettres très sympathiques de curés ou de bonnes sœurs qui se délectent de mes ouvrages. Mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. Oui. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de médiums, leur influence grandit. Il y en a, oui, il y en a de plus en plus, oui. Oui. Je sens que par rapport d'ailleurs à la crise intellectuelle que traverse à l'heure actuelle le monde occidental, vous considérez-vous, ça c'est une de vos pensées, ce n'est pas forcément la mienne, que les médiums peuvent jouer un grand rôle. D'ailleurs, je vais lire une phrase de vous, qui est la conclusion même de votre livre, Jean Prieur. « Si l'Europe pouvait exorciser ses doutes et sa tendance à l'autodestruction mentale, qui a succédé à l'autodestruction par les armes, si elle osait prendre en elle-même son élan, revenir à ses sources celtiques, germaniques, gréco-latines et chrétiennes, il y aurait pour elle encore de beaux jours. » Là, vous ne parlez pas de médium, mais à travers ces sources, vous imaginez que c'est aussi une voie vers les esprits. Là, attention, là, je me place surtout sur le point de vue philosophique et en réalité, je me place au point de vue de la pensée positive. C'est-à-dire que moi, ce qui m'horripile, ce sont toutes ces prophéties de catastrophes dont on nous abreuve. Et ça finit par être dangereux, puisque la pensée est une force créatrice, et plus on répand d'idées négatives, plus on a le risque de les voir se réaliser. Donc dans les événements. Votre but, répandre des idées positives. Exactement, oui. Voilà. Jean Prieur, L'Europe des médiums et des initiés, publié aux éditions Perrin. Annick Lemoine a joué un rôle important dans la vie culturelle française pendant une quinzaine d'années. Nombreuses expositions dans son atelier, avenue du Maine à Paris, des films, des soirées culturelles, le sauvetage même en compagnie d'Annette Englebert de la Chartreuse de la Verne, magnifique lieu en Provence. D'elle, je retiendrai tout d'abord son extraordinaire ouverture, une grande exigence quant à la qualité, un refus des modes. Il ne s'agissait pas d'être dans le vent, mais de défendre ce qui méritait de l'être. Elle est morte maintenant il y a 1 an, dans un état de souffrance lumineuse, ayant atteint par l'épreuve ce stade que connaissent seules certaines âmes exceptionnelles, l'oubli de soi. Vous vous souvenez peut-être de sa voix, elle avait été l'invitée d'Agora. Eh bien, pour commémorer son action, vous êtes invité du 1er au 6 février 1988 à la galerie Charles Sablon, 21 avenue du Maine, à Paris, de 14h à 19h, du mardi au samedi, à un hommage vivant qui lui sera rendu avec exposition de peinture, des films, des bandes sonores, et notamment une bande sonore d'une émission faite autour de la pensée et de la voix de Dominique Deroux pour France Culture. Et on pourra y voir également la commémoration de ce qu'elle a fait pour le Cahier de Lerne. Hommage à Annick Lemoine, galerie Charles Sablon, 21 avenue du Maine, Paris 15e, du 1er au 6 février 88, 14h, 19h. Et maintenant, une bonne nouvelle, nous avons des places de théâtre et des places de cirque gratuites à distribuer aux auditeurs fidèles de France Culture, mais n'appelez pas le numéro habituel, car vous ne pourrez appeler qu'à partir de demain pour les avoir. Demain samedi, entre 15h et 19h, au 42 30 37 69. Des places tout d'abord pour le cirque Alexis Grus, qui se tient au 82 rue Ballard, dans le 15e arrondissement, à la fois pour samedi, le samedi 23, le dimanche 24 et le mercredi 27, 14h, 17h15 ou 14h. On vous présentera tout cela au téléphone. J'ai vu moi-même le spectacle que donne ce cirque, je le recommande très vivement. Je n'ai rarement vu de ma vie un cirque avec autant de qualité, de finesse, qu'il y a même une scène à travers un miroir où 2 cavaliers se trouvent face à face avec un raffinement, une distinction tout à fait extraordinaire. Des scènes de clowns aussi où joue l'imagination et le rire, bien évidemment, des scènes avec des éléphants, tout à fait magnifiques. C'est donc un spectacle que je vous recommande tout à fait, le cirque Alexis Grus. Place également pour Monsieur Vénus ou le rêve fou de Louis II de Bavière. Il n'y a pas de hasard, Monsieur Prieur, n'est-ce pas? Donné au Théâtre des Mathurins. Des places gratuites pour le 16 janvier à 20h30 et pour le 18 janvier à 20h30. Vous téléphonez, je vous le rappelle, au 42 30 37 69, demain à partir de 15h.
Ainsi se termine Agora, une émission qui vous a été proposée par Olivier Germain-Thomas, équipe technique Claude Jubier, Annick Vincent, réalisation Michel Dumontier. Lundi, vous retrouverez Gilles Lapouge pendant 3 semaines à Agora et son premier invité vous parlera d'Arthur